trouvé. Je suis toujours content que M. Dominique Tassot pense que je pourrais raconter des choses un petit peu différentes. Je suis un petit peu le vilain canard parmi vous, parce que tout le monde sait que je n'épouse pas forcément à 100% toutes sortes d'idées, notamment sur l'inhérence biblique, sur différentes choses. Enfin, je suis évolutionniste de fond, par conviction. Donc, forcément, je ne suis pas darwinien. C'est pour ça que j'en avais parlé à Dominique, d'ailleurs, qu'à une époque, ça ne marche pas. Si, c'est pas ça. Il y avait des maçons qui m'avaient demandé de faire une conférence parce qu'ils ne comprenaient pas que brusquement on commence à reparler de créationnisme. Alors je leur avais fait une conférence pour leur expliquer que c'était tout simple. Comme l'évolution telle qu'elle est présentée ne tient pas debout, il faut bien essayer de prouver autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'une certaine évolution n'existe pas. Ce qui veut dire que les dogmes évolutionnistes tels qu'on les connaît, tels qu'on les présente, associés à des histoires extrêmement curieuses, comme ce qui est l'adaptation de choses de ce genre, ne tiennent absolument pas debout. Je n'ai pas encore trouvé un professeur d'université, ni un prix Nobel, qui accepte de parier un an de salaire sur le fait que si je mets côte à côte, au pied d'une table, un lapin et un chat, de même poids, pour des animaux de même taille, c'est le lapin qui va sauter sur la table le premier, parce qu'il a une patte en Z et donc il est adapté au saut. C'est complètement invraisemblable. Et j'ai passé toutes mes études, ma jeunesse, à avaler ça. Il a fallu que j'attende 50 ans avant de comprendre qu'il y avait des trucs là qui ne cadraient pas du tout. Et ce que je vous raconter ce matin, c'est justement des tas de choses qui ne cadrent pas et que pour les faire cadrer, il faut essayer de les replacer en faisant abstraction de toutes sortes d'a priori qu'on a. Vous savez l'histoire qu'on voit dans tous les offices de tourisme dans les Landes, que les bergers landais, ils ont des yeux chasse parce que ça leur permettait de surveiller les moutons dans les marécages. Il faudrait trouver le premier imbécile qui est capable de sortir ses pieds d'un marécage quand ils sont enfoncés des piquets de bois des yeux chasse dedans. Ça n'a aucun sens. La moitié de la paléontologie vertébrée est basée là-dessus. L'idée que les dinosaures, avec leur masse, au lieu de bénéficier de la poussée d'Archimède, ils vivent dans des marais. C'est invraisemblable, mais ça a duré pendant plus de 100 ans, cette affaire-là. Et tout est comme ça. Alors je dois vous dire aussi, j'ai un gros défaut, je déteste la simplicité. Oui, je sais, c'est pas du tout à la mode. D'ailleurs, quand on voit les brillants résultats qu'obtient le copain de la maison de Sainte-Marthe, c'est assez drôle, parce que il suffit peut-être pas de trébucher en montant la passerelle d'un avion en trimballant soi-même une sacoche ou un porte-document pour avoir les neurones qui travaillent. C'est ce qu'on en dit. C'est un autre discours. Les mots sont censés avoir un sens et des concepts ou des termes tels qu'on peut les appréhender quand on y arrive sont toujours plus ou moins spécifiques. Alors la simplicité dans le contexte scientifique ou explicatif, c'est faire simple. Faire simple, ça veut dire fatalement simplifier. Et quand on commence à simplifier, on va rentrer dans le subjectif. Ça veut dire que pour des besoins de mode, d'idéologie, pour flatter un auditoire, etc., on va négliger ou occulter certains aspects pour développer les autres. Alors d'une part, c'est pas honnête, et d'autre part, surtout, c'est beaucoup plus grave, c'est qu'on arrive, je m'excuse du terme, tant pis c'est enregistré, à des conneries retentissantes. Je vais vous en montrer une ou deux assez savoureuses qu'on vit en ce moment, c'est tout récent. Et puis qu'on sait qu'il y a de l'eau salée sur Mars, c'est les mêmes topos, c'est exactement ça. Pourquoi parler d'épistémé? C'est un mot tordu, c'est vilain, c'est un mot grec, qui veut dire quoi? Il va simplement essayer d'appréhender l'ensemble des critères qu'il faut pour définir les choses. En fait, ce que je vais vous montrer pendant une heure, c'est simplement qu'on ne peut pas définir le vivant à partir des critères qu'on utilise pour définir. Alors j'ai même du mal à me nommer parce qu'on n'a pas les mots vocabulaire clairs. On ne peut pas parler d'inerte, je vais dire minéral. Et encore, c'est pas juste,
puisqu'il y a des tas de choses d'origine minérale dans une source organique. Enfin bon, on va se limiter à ça. On va dire qu'il y a le minéral et puis le vivant. Au départ, on part toujours de l'approche physico-chimique. C'est celle qu'on connaît. Et l'approche physico-chimique, eh bien, ça permet de définir ce qu'on appelle classiquement un paradigme, hein, c'est-à-dire, tel que le définit Piaget, quelque chose en première approximation qui définit la capacité de l'étude de la constitution des connaissances valables. À partir du moment où vous avez enregistré cette phrase, vous avez tout compris du cul-de-sac dans lequel on s'enfuit. Je retiens de ça deux choses. Approximation, avec tous les dangers que présente le fait de se limiter à l'approximation, et la subjectivité, ce qui est peut-être le pire de tout, à savoir que l'on va, et sur quels critères, distinguer les choses qu'on va considérer comme connaissances valables de connaissances pas valables. Vous voyez à quel point c'est dangereux. Donc, on a défini à partir de là un paradigme physico-chimique dont je dirais que le dernier représentant, c'est un professeur de philosophie des sciences américain qui était Thomas Kuhn, qui va définir dans son livre La structure de la révolution scientifique un paradigme scientifique comme un ensemble d'observations et de faits avérés, on peut déjà se méfier du mot avéré, un ensemble de questions en relation avec le sujet, soit des indications méthodologiques, et enfin, comment les résultats de la recherche doivent être interprétés. Alors, le mot « doivent », c'est déjà un genre de truc qui me fait très peur. Vous savez, c'est comme le journal télévisé, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité. J'adore ça, c'est tout à fait le même problème. Et on va voir qu'avec ces notions-là, on arrive à l'histoire des dinosaures qui marchent dans les marais. C'est exactement ça. À l'inverse, l'idée d'épistémé, ça remonte à Platon, c'était l'opposition faite entre la croyance vraie et justifiée, c'est-à-dire quelque part l'expérience sensible, palpable, ce que l'individu pouvait avoir, et puis d'autre part, la doxa, c'était l'opinion sur quelque chose. Vous avez donc là quelque chose qui est très dangereux, inhérent au système, je dirais une certaine antinomie exprimée entre l'abstrait et le concret. On va voir justement que le vivant, quelque part, et son originalité, c'est précisément la synthèse des deux. Alors le dernier qui s'est occupé de cette notion d'épistémé, c'est quelqu'un pourtant que vous n'attendiez pas forcément ici, c'est Michel Foucault qui, dans l'ordre des choses, expliquait que définirait l'épistémé comme l'appareil stratégique qui permet de séparer parmi toutes les déclarations qui sont possibles ceux qui seront acceptables, je ne dirais pas dans une théorie scientifique, mais dans un champ de scientificité dans lequel il est possible de voir si certaines sont vraies ou fausses. L'épistémé est l'appareil qui rend possible la séparation non pas du vrai ou du faux intrinsèquement, mais ce qui peut et qui ne peut pas être caractérisé comme scientifique. C'est pour ça que j'ai repris ce mot, non pas par pédanterie, mais pour vous montrer que l'approche d'une définition du vivant ne peut pas être purement scientifique au sens où on entend ce mot aujourd'hui, c'est-à-dire en gros depuis Newton, puisque M. Tasso a au départ pris cette excellente référence de base, le paradigme physico-scientifique, chimico-scientifique, physico-chimique, c'est-à-dire qu'à partir des éléments en physique, on dira d'une certaine modélisation mathématique, parce qu'on en arrive toujours là, et d'autre part, en chimie, l'analyse pure et simple des corps, le total des deux, ça ne cadre pas.
Alors, qu'est-ce que c'est, au sens où on l'entend aujourd'hui, qu'un être vivant? J'ai regardé toutes sortes de choses, je ne vais pas vous casser les pieds avec de la philosophie des sciences pendant 3 quarts d'heure qui n'a pas d'intérêt sur la question, ce n'est pas le but de cet exposé. Finalement, ce que j'ai trouvé de plus fréquemment admis et de plus courant, qui est même pratiquement dans Wikipédia sur Internet, ça a l'air idiot, mais c'est utile pour voir justement l'approche qu'en est donnée, qu'en ont les gens, qui est perceptible, je dirais, d'un point de vue de discours de masse. La principale caractéristique d'un être vivant par rapport au milieu minéral est qu'il est un corps qui forme lui-même sa propre substance à partir de celle qu'il puise dans le milieu. De ce phénomène d'assimilation découlent tous les autres phénomènes propres aux vivants. La régénération et le renouvellement de leurs tissus, le développement et la reproduction de l'organisme, l'évolution dans le temps par acquisition d'organes diversifiés et de facultés plus éminentes. L'organisme vivant est inféodé au temps, il naît, il vit, il meurt, et il se distingue du minéral par le fait qu'il s'écarte durablement de l'équilibre thermodynamique et que son maintien, ce qu'on appelle classiquement l'homéostasie, conservé autour d'une valeur supposée être la plus bénéfique pour l'organisme, se fait par un processus de régulation. Processus de régulation qui conduit bien évidemment à l'éjection d'un certain nombre de produits liés à la vie de l'organisme, c'est-à-dire que fondamentalement, un être vivant produit des déchets. C'est peut-être à travers tout ce que je vais vous dire après, l'un des éléments clés de la conclusion, vous allez le voir. Un organisme vivant, par définition, c'est ça. Ça peut paraître saugrenu, mais c'est une propriété qui est caractéristique. Parce que si on parle des analyses, des caractéristiques physico-chimiques, ben on se rend compte que ce qu'on vient de raconter dans cette jolie définition, c'est pas du tout propre au vivant. Ça, faut bien le comprendre. On vous parle d'assimilation et de ses conséquences. Je reprends la formule. L'être vivant forme sa propre substance à partir de celle qu'il puise dans le milieu. Et ça, je suis désolé, mais c'est typiquement ce que fait un cristal. Un cristal, qui est une structure ordonnée, purement minérale, est capable de croissance et est capable de reproduction. Et ici, 2-3 photos que je vais essayer de vous montrer si j'ai réussi à comprendre comment ça marchait. Je pense que oui. Ah, si je m'écarte du micro, on m'entend plus, d'accord. J'ai perdu mes cristaux. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Ça, c'est une grotte qui est au Pérou, qui est à l'intérieur d'une mine. Ils ont percé une galerie, ils sont tombés sur cette grotte. Vous avez l'individu qui est là, qui vous donne l'échelle. Vous avez des cristaux là-dedans qui font plus d'une vingtaine de mètres de long, qui pèsent peut-être une centaine de tonnes. On ne les a pas repérés. C'est de la sélénite, c'est-à-dire une variété de gypse. Alors, pour la petite histoire, vous avez tous lu celle-là ou la voilà. Vous avez tous lu dans votre jeunesse Voyage au centre de la Terre. Jules Verne est un individu absolument fascinant parce qu'il a prévu la réalité de toutes sortes de choses. Et finalement, il n'y a qu'un truc qui ne va pas, c'est justement Voyage au centre de la Terre. Parce que jusqu'ici, tout ce qu'on voit, c'est qu'au milieu, c'est plutôt du jambon blanc et qu'il n'y a pas un océan central. C'est pas certain, mais c'est pas possible. Mais dans Voyage au centre de la Terre, les héros vont traverser
une zone de cristaux géants. Et ces cristaux géants, on les a trouvés il y a une dizaine d'années. Donc la sélénite, c'est du sulfate de calcium. Ce sulfate de calcium, on est à peu près à 400 mètres de profondeur, environ 50 degrés, une humidité saturante totale, et les cristaux s'accroissent en incorporant la sélénite en solution qui filtre dans la caverne. Alors vous allez me dire, je triche. Oui, c'est vrai, je triche un peu, puisqu'on parle bien d'un accroissement, on parle bien de l'incorporation d'une matière, mais là, on n'a rien produit de nouveau. Hein. Ce n'est pas en fait une synthèse, c'est toujours de la sélénite qui est passée de l'état liquide à l'état cristallisé. Il n'empêche que, si on parle de croissance, si on parle de formation, alors il y a quelque chose qui n'est pas vivant, qui répond à ces critères. Deuxième chose, beaucoup plus amusante, que vous connaissez tous pour ceux qui ont fait un minimum de physique et de chimie dans leurs études, c'est le problème de la surfusion du soufre. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Probablement. Eh bien, c'était toujours l'angoisse et le grand morceau de bravoure des préparateurs, je vous rappelle, les grands en physique, le soufre, donc, c'est un corps jaune que vous connaissez, qui fond à 115 degrés. Si vous mettez du soufre en solution dans un ballon, si vous vous arrangez pour qu'il n'y ait pas trop de courant d'air autour, parce que sinon il peut être un problème, et que vous le laissez refroidir, et bien votre soufre, vous allez le retrouver liquide en dessous de 95 degrés. Et ça, c'est pas normal du tout. Donc le grand jeu, quand on a de l'expérience, c'est que le préparateur qui a réussi à faire ce truc ramenait son flacon de soufre sur une table roulante, bien sûr, qui suivait tous les couloirs de 1000 grands avec les dallages qui étaient par terre, en priant le ciel qu'il n'y ait pas une dalle qui donne un à-coup à une roulette, car au moins choc, ça fige. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre aspect de l'expérience, à savoir que quand vous débouchez votre flacon de soufre en surfusion et que le professeur va glisser dedans quelques particules, genre fleur de soufre par exemple, de soufre déjà cristallisé, eh bien, on voit immédiatement la cristallisation se produire et gagner l'ensemble du bain de soufre encore liquide. Ceci pour dire quoi? Que vous avez donc une capacité de reproduction de la cristallisation. Donc, ce critère de reproduction et de croissance n'est pas typique du vivant. Après, on nous parle de régulation. C'est vrai qu'on va voir que le vivant, des régulations, il y en a. Mais prenez déjà quelque chose de tout simple. Un produit de solubilité. Ah oui, c'est encore celui-là. Un produit de solubilité. Eh bien, vous savez que les ions en solution ont ce qu'on appelle une constante de solubilité. C'est-à-dire que le produit de conservation, le produit des concentrations de ces ions est constant. Autrement dit, je vais prendre n'importe quoi, un truc qui va se décomposer sous la forme A plus B-, j'appelle concentration ces petits crochets pour que ça soit, eh bien, le produit K plus par B-, il y a une constante de solubilité. Si maintenant, au lieu de mettre ça dans l'eau pure, je le mets dans un récipient qui contient déjà une certaine solution d'un sel où il y a des ions A+, et bien vous voyez bien que pour obtenir des ions B-, il faut que je tienne compte de cette constante. Donc au niveau le plus élémentaire, une dissociation chimique, vous avez déjà une forme de résolution de, excusez-moi, une forme de régulation interne est liée à la substance elle-même. Alors après, M. Tassot, qui est très vicieux, va me dire qu'on peut discuter parce que les constantes ne sont pas constantes. Ce en quoi il a entièrement raison, ça varie, ça peut varier avec la perdure, avec tout ça, mais je veux dire, comprenez que là, ce n'est pas le sujet. Le sujet qu'on traite, c'est de voir comment ou comment ne pas faire coller le paradigme physico-chimique à l'idée de vivant. Donc là, on est dans le minéral le plus élémentaire, c'est donc encore un critère qui ne cadre pas.
Maintenant, on va parler de dépendance au temps. Ben, la dépendance au temps, alors, vous allez me dire, on est tranquille, un rocher, ça ne bouge pas, c'est toujours un rocher, on n'a pas de soucis, on est content, ça marche bien. Ben non, ça ne marche pas non plus. Vous avez tous entendu parler, au moins une fois, sinon plus, des problèmes de désintégration atomique. Donc vous prenez un élément isotopique, et bien il va se décomposer en fonction du temps, suivant une exponentielle décroissante, et vous savez qu'on définit classiquement ces questions de désintégration par l'endroit où la moitié du produit depuis un instant T0 a disparu, ce qu'on appelle θ, la période de demi-vie, et c'est avec ça qu'on définit les paramètres de la désintégration atomique d'à peu près tous les éléments radioactifs. Il y en a qui servent, je ne vais pas rentrer dans des histoires de rectification sur les datations au carbone et sur autres, ce n'est pas du tout le propos, simplement une histoire relativement amusante. Vous savez qu'il y a au moins un corps à l'état isotopique qui n'existe pas à l'état naturel, c'est le césium 137, qui est un produit de désintégration qui apparaît dans les réactions dans les ondes atomiques. Et ça sert à la datation. Et ça sert à la datation à l'envers. Les premières expériences ont eu lieu en 1949. Avant 1949, il n'y a pas de césium radioactif en balade. Après, oui. Vous savez à quoi ça sert, ça? À détecter les faux tableaux du XVIe siècle, à détecter les faux grands crus qui sont aujourd'hui très à la mode dans les ventes aux enchères, où vous avez des gens, c'est le métier, qui font ça très sérieusement, qui vont prélever avec une seringue très délicatement, en faisant un trou le plus fin possible, qui vont boucher à la cire après, un tout petit peu de vin dans la bouteille. S'ils trouvent du césium dedans, eh ben, cette bouteille de champagne de l'époque française, elle a été vendue en 1950, il n'y a pas de souci. Donc, ça sert, effectivement. Et vous voyez que là encore, eh ben, on se heurte à ce problème que la question du temps n'est pas un critère vivant. Après, je vais vous parler à l'inverse de quelque chose qui est propre au moins à certaines espèces, certains groupes vivants, et qui a priori sont typiquement de structures minérales. Je veux parler des cristaux. Et bien figurez-vous qu'il y a des choses vivantes qui cristallisent. Je vous en montrer deux photos, sans rentrer dans les détails. Voilà, vous avez ici des cristaux de l'isu, une protéine qui cristallise parfaitement. C'est pas un arbre. Vous allez avoir également, j'en ai dans un coin, il faut que je les retrouve, voilà ici, vous en avez toute une série. Tout ça, c'est des petits virus. Ça reste doucement parce qu'il y en a qui cristallisent sur un système cubique, un peu comme peut le faire le chlorure de sodium. Il y en a qui cristallisent sous une forme rhomboédrique. Il y a toutes sortes de variétés de virus qui cristallisent. Donc là, vous avez, je dirais, une analogie. Dire que le phénomène de cristallisation est propre à l'inerte, eh bien, c'est pas vrai non plus. Alors après, je vais essayer de vous amuser un petit peu, parce qu'il y a quand même des choses dans tout ça qui sont drôles avant de passer au plus sérieux. J'ai intitulé cette partie, un peu en rappelant Madame Roland, principe des causes actuelles, que d'ânerie on a commis en tombant. Le principe des causes actuelles en science, c'est quoi? C'est de dire que les conditions qu'on est capable de prévoir aujourd'hui, elles sont immuables. Autrement dit, c'est la base de la physique, c'est la base de la recherche newtonienne. La pression, l'état de l'atmosphère,
la gravité, la durée diurne nocturne de rotation de la Terre, tout ça, c'est des éléments constants. Et pour tout ça, ça n'a jamais été des éléments constants. Alors, je vais vous en donner deux, trois, pas trop de temps avec ça quand même. Le premier, c'est l'histoire de la durée de la journée. Vous allez me dire, c'est pas facile, comment est-ce qu'on va pouvoir repérer la durée du jour dans les échantillonnages de fossiles. Il faut bien faire à partir de quelque chose. Même si les dinosaures peuvent avoir un calendrier, chez les trilobites, on n'en connaît pas. Mais on a, avec les coraux, le même processus d'accroissement qu'on a avec les arbres. À savoir que les coraux constituent un squelette calcaire par anneaux successifs. Eh bien, il suffit de compter les anneaux. Il suffit de compter les anneaux par année, ça c'est clair, mais surtout le fait que ce sont des organismes marins qui vivent plus ou moins à fleur d'eau, dans une couche très proche, qui donc bénéficient énormément de lumière. Vous avez des variations de synthèse chimique entre les périodes lumineuses et les périodes non lumineuses. On est donc capable de définir des cercles élémentaires journaliers. Alors, il y a des gens avec beaucoup de patience, de très gros microscopes et beaucoup de travail de plaques minces qui ont découpé des coraux, des tétracorallières, des dévoniens qui s'appellent des rudistes, des organismes très bien connus en paléontologie. Et on a découvert qu'à l'époque du Dévonien, l'année faisait 410 jours. Ben oui, c'était pas constant. J'ai là un tableau qui reprend à partir de diverses périodes. Alors je ne veux pas me lancer ici, c'est pas du tout le but. Les histoires de durée, pas durée d'année, ça en oublie. Ce que je veux que vous voyez dans ce tableau, c'est qu'on peut repérer par l'étude des fossiles qu'il y a, depuis les plus anciens jusqu'à les plus récents, une variation de la durée du nombre de jours dans l'année qui va varier en gros de 425 à 365. C'est quand même pas rien, on parle de 20 ou 30%. Bon, le reste, on rentre dans les considérations évolutionnistes qui n'ont pas lieu d'être ici, mais ça, c'est des choses qu'on peut compter. On a les éléments fossiles voulus, il n'y a pas de problème. Autre élément dont je voulais vous parler dans le même genre, c'est les fluctuations de l'oxygène dans l'atmosphère. On les a ici. Alors, c'est pareil, vous m'oubliez les durées géologiques, il ne s'agit pas de question de ça. Il s'agit de voir que on est passé d'une teneur en oxygène peu ou prou repérable d'environ 15%. On a ici le niveau moyen qui est de l'ordre de 20%, 21%, le nôtre, l'atmosphère. Vous voyez que c'est monté jusqu'à 35% à l'époque du Carbonifère, pour remonter jusqu'à 25% à l'époque du Crétacé après. C'est important, pourquoi? Ça se repère comment? Ça se repère avec des végétaux fossiles et l'activité qu'ils ont. Et surtout, ça permet d'expliquer beaucoup de choses. En particulier, vous savez que quand Spielberg a fait Jurassic Park, je parle beaucoup de Jurassic Park parce que Jurassic Park a été à l'origine d'un extraordinaire engouement de recherche très sérieuse lié à toute la faune du secondaire et des dinosaures. Je fais partie d'une génération, j'ai eu Lumley comme professeur et les professeurs de Lumley aussi. Et quand on voulait faire de la paléontologie, ce qui était mon cas, je fais une vocation pour travailler,
s'intéresser aux dinosaures, en fait, personne ne s'intéresse aux dinosaures. Non, si vous voulez faire une carrière, intéressez-vous aux vers, au pollen fossile. Il faut passer dans le pollen fossile, ça ne vous pas du tout. Je n'ai pas fait de paléontologie. À l'époque, il y avait des gisements d'ossements qui étaient connus dans le Sahara, avec des missions de l'UAGM qui passaient à 50 km de là sans savoir voir ce que c'était. Fin des années 60. Et puis Spielberg est arrivé et il a voulu faire ces grands dinosaures pour Jurassic Park. Alors il était allé voir des biomécaniciens, il était allé voir des tas de gens, ils ont dit qu'il faut faire des modèles qui marchent. Alors tous ces gens-là ont repris sérieusement les squelettes qu'il y avait, ils ont commencé à les faire marcher, et ils ont dit attendez là, ça va pas. Hein. Un diplodocus qui ne peut pas marcher avec la tête en l'air. Il y a forcément la tête dans le prolongement de l'axe vertébral qui finit par ces 4 membres. Sinon, il se casse la gueule, c'est pas possible. On a commencé à se dire aussi, pour faire marcher tout ça, bah, il faut une masse musculaire qui, comme chacun sait, croît en fonction de la taille. Et on arrive très vite à un moment où on se dit il ne peut plus bouger parce que pour que la masse musculaire nécessaire existe, ben, c'est trop lourd pour qu'elle puisse disposer de la force correspondante. Principe des pôles actuels. C'est vrai pour nous, oui. Si vous êtes au Crétacé avec 20 ou 30% d'oxygène en plus, vous allez quasiment doubler votre capacité d'oxydation cellulaire, parce que c'est ça la respiration. C'est-à-dire que vous allez doubler votre capacité musculaire. Et là, c'est curieux, ça marche très bien. Mais c'est grâce au cinéma qu'on a pu arriver à retrouver ce genre de choses. Bon, j'ai la même courbe pour les fluctuations de la quantité de gaz carbonique. Kina essayait de bien photographier la courbe de ce qu'il ici. Et si vous avez encore en tête l'autre courbe qu'on avait, vous allez repérer qu'elles sont exactement inverses. Vous avez des augmentations de teneur en CO2 considérables, bon, avec des marges d'erreur importantes évidemment, parce que les gens qui ont fait ça ont quand même essayé de le faire sérieusement, mais qui montrent que votre teneur en gaz carbonique, elle a quasiment triplé à l'époque par rapport à celle qu'elle est maintenant. Bon, pourquoi c'est important? Je vous dis ça aussi parce que il dit bien avoir en ce moment, cette très à la mode, des sombres histoires avec beaucoup d'âneries qui traînent autour sur le réchauffement climatique, les teneurs en CO2, etc. Alors je dirais, que personne ne se fâche, que tous les climato-sceptiques sont des abrutis qui suivent une religion sans réfléchir. Il y a nier le réchauffement climatique qui est une imbécilité totale. Il y en a une 50 ans, on est indéniablement dans une période de réchauffement. Maintenant, dire que ce réchauffement est associé ou pas à l'activité de l'homme, c'est quelque chose de complètement différent. Vouloir associer les deux, c'est de la parfaite mauvaise foi, et nier le premier pour qu'on ne mette pas en cause le second, ça va être un peu violent, mais là ça atteint la bêtise. Donc il faut absolument bien dissocier ces deux faits. J'en ai presque fini avec ce principe des causes actuelles pour en arriver, je dirais, au clou de la journée depuis le mois d'août, Kepler 452b. C'est quoi ce truc? Eh bien, c'est une planète qu'on a découverte dans un soleil, donc une étoile qui a une certaine activité, qui est à peu près à 1,5 million d'années-lumière de nous. Bon, une paille. Alors comment est-ce qu'on a repéré ça avec le télescope? Ben, c'est très simple. Nous, on a, avec le télescope, certains angles de vue, ce qu'on va appeler un angle solide. Cet angle solide, il va vous déterminer ici le diamètre de votre Soleil.
Et là, on est content. Donc ça, on repère ça au télescope. Et puis, de temps en temps, on voit apparaître une tache. Une tache qui va se déplacer. Et puis, comme on poursuit les observations sur X années, on va voir que cette tache, elle revient. Et en fait, cette tache, ça correspond à une planète en orbite. Alors, si vous voulez, nous, on a une vision inverse de la notion d'éclipse. Et c'est la même chose. Il faut comprendre que si vous avez une planète qui passe ici, quand vous la regardez de là, vous allez avoir une éclipse. Par contre, si votre planète elle est toute petite, vous allez avoir une tache. Alors la tache, on la connaît, on l'a trouvée, on peut la mesurer, et on l'a immatriculée, ce Kepler 452b. Voilà ce qu'on voit. Voilà ce qu'on sait. Le diamètre apparent qui est ici, cette petite tache noire, et on en déduit que c'est la sœur de la planète Terre et qu'on va pouvoir aller tous s'installer là-bas. C'est quand même intéressant. Alors, d'abord, c'est pas vrai, parce que c'est une planète que jamais une femme n'acceptera d'aller, il faut qu'on en être conscient. On a calculé, ça c'est toujours le paradigme physico-chimique, qu'on avait là-dessus une gravité qui est double. Je ne connais aucune femme qui, du jour au lendemain, va accepter, si elle pouvait une taille 38, de peser 110 kilos. C'est totalement exclu. Mais bon, il y a des choses comme ça. Et ce que je vais vous montrer sur les autres photos, ce n'est pas des plaisanteries que j'ai prises sur Facebook, ce sont des choses que j'ai reprises de parutions ou comment ça s'appelle, de vidéos scientifiques de l'université ou autre. Alors je vais poser cette illustration-là, qui est la première image d'une vidéo où on vous dit Kepler 252 pourrait être rocheuse avec une atmosphère épaisse et contenir une grande quantité d'eau. Si on veut, pourquoi pas? C'est toujours le petit grain noir qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je vais également amener celle-là parce que je l'ai trouvée très jolie. Alors ça, c'est une photo qui pourrait être prise de la planète si on arrivait à la prendre en photo. C'est suffisamment près. Je dis bien que j'ai sorti ça de parution scientifique, pas du journal de Mickey. Maintenant, j'attends pour la semaine prochaine une dissertation sur la couleur des dinosaures qui sont dessus. Parce qu'on va y arriver aussi. Et c'est à ça, si vous voulez, que mène le problème de l'extrapolation dans le paradigme physico-chimique. Alors après, il y a l'histoire de l'eau sur Mars, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça date d'avant-hier, vous voyez, il a fallu que je reprenne la conférence de ce sujet-là. Alors, voilà. Voilà pourquoi il y a de l'eau sur Mars. C'est marrant, il n'y a pas de réaction. Alors, figurez-vous que là, il y a des petits cailloux. Ces petits cailloux, ils sont un peu arrondis. Vous connaissez ça très bien. Pour les gens un peu dans le pays, c'est ce qu'on pourrait appeler le cousin d'Ariès d'Alençol. C'est un truc qui est extrêmement célèbre. C'est-à-dire des roches qui se sont formées par agglomérat de galets. Donc, si elles se sont formées par agglomérat de galets, principe de cause actuelle, on continue, ben c'est qu'il y a des galets. S'il y a des galets, c'est que ça a été roulé par de l'eau. Si ça a été roulé par de l'eau, c'est qu'il y a de l'eau. Bon. Jamais personne n'a dit qu'on ne pouvait pas faire des galets autrement. Et eux, ils n'ont pas compris. Alors après, il y a encore beaucoup mieux dans le genre, parce qu'ils ne sont jamais à court d'idées, ils ont même trouvé de l'eau qui ruisselait. Alors ça, c'est une photo qui a été colorisée, qui était effectivement de la surface de Mars. Alors vous voyez, il y a des coulées noirâtres. Alors les coulées noirâtres, ça correspond à de la solifluxion de couches humides. Moi je veux bien, ça peut correspondre à des roches un peu différentes, ça peut correspondre à des zones où
selon Rousseau, on peut supposer que ce qu'on trouve, parce que ça on trouve ailleurs, notamment sur la Lune, il y a de la poussière cosmique qui est tombée, ben là, comme c'est un peu plus haut, il y a moins de poussière, mais bon, voilà ce qu'on peut voir. Alors, je n'ai pas pensé, pas que je prenne trop de temps avec ça, mais j'avais même trouvé un truc extraordinaire à propos de Pluton. Alors vous savez, Pluton, c'était une planète qui est plus devenue planète parce qu'elle était trop petite pour être une planète, mais finalement c'est une planète quand même, enfin c'est qu'il y a pendant je ne sais pas combien de temps. Et alors on ne sait pas trop si elle est gazeuse, si elle est rocheuse, mais apparemment elle serait plutôt gazeuse. Elle serait plutôt gazeuse, mais sur cette planète gazeuse, vous avez des fleuves de méthane liquide. Qu'on m'explique comment on fait circuler un liquide dans un milieu gazeux. Moi, c'est pas fait. Donc, voilà où mène, si vous voulez, pousser, et je dis bien pas d'un point d'indemnité, mais très sérieusement, les limites de ce paradigme physico-chimique qui conduit à des choses déjà aberrantes sur le plan physico-chimique, mais également aberrantes dans le vivant. Bon, alors maintenant, on va s'atteler aux choses un peu sérieuses. C'est quoi le vivant? C'est d'abord quelque chose, si je garde encore un tout petit peu mon paradigme physico-chimique, qui est le siège de synthèse tout à fait extraordinaire. Même si les synthèses ne sont pas l'apanage du vivant, les molécules biochimiques synthétisées dans le vivant sont quelque chose de tout à fait extraordinaire, à la fois en complexité et, vous le savez aussi, en déterminisme. Parce que ça n'est jamais fait n'importe comment. Mais le déterminisme, vous allez me dire, ce n'est pas un critère du vivant. Ce n'est pas un critère du vivant. Quand les roches cristallisent, elles cristallisent suivant des systèmes définis. Il y a bien un déterminisme aussi dans la cristallisation d'un peu autre chose. Donc ce n'est pas un critère de différenciation. En revanche, ce qui est un critère de différenciation dans les synthèses chimiques, c'est les modalités. Toutes les substances biologiques ont un mode de fonctionnement, un mode de synthèse, une durée de vie, etc., qui répond au même comportement dans le temps. Ce qu'on appelle la fameuse courbe sigmoïde. À savoir que, si je place ici pour un effet quelconque en fonction de la concentration, ou la durée de vie en fonction du temps, vous avez une phase de latence, une phase de croissance, un palier. Alors, en général, on s'arrête là. Ça fait un S, c'est pour ça qu'on appelle la courbe sigmoïde. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au bout du palier, il y a une chute éclatante. Application directe pour les agriculteurs. Vous mettez de l'engrais, plus vous en mettez, plus vous allez avoir de récolte, jusqu'au moment où vous continuez à en mettre plus et ça ne sert plus à rien. C'est ce qu'on appelle l'agriculture productiviste. Et si vous vous entêtez bêtement, et bien à ce moment-là, ça devient toxique et ça disparaît. Parce que justement, toutes les synthèses biologiques associées au végétal vont se trouver confrontées à ça. On retrouve depuis très très longtemps cette idée en médecine, Paracelse disait bien, le produit n'est rien, c'est la dose qui fait tout. C'est exactement l'illustration de ça. Ce genre de courbe et ce genre de comportement. Ah, là, j'ai planté quelque chose par terre. Ah, très bien, ce truc-là, voilà. C'est quelque chose qui est typique des processus biologiques. Quelque chose de typique également, c'est, je dirais, la structure cellulaire. Je ne peux pas m'étendre trop de temps là-dessus. La cellule est quelque chose qui caractérise le vivant, qu'elle soit animale ou végétale. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire fondamentalement,
une structure biologique composée d'une membrane, entourée ou non d'un cadre cellulosique ou pectique. C'est le cas chez les végétaux, c'est pas le cas chez les animaux. Là, vous avez ici une jolie cellule végétale avec des grandes vacuoles, un certain nombre d'organites, un noyau et du matériel nucléaire, c'est-à-dire de l'acide et des oxyribonucléiques. Vous avez la même version plus animale, où vous n'avez pas le cadre extérieur cellulosique, le cadre rigide, et où vous avez des vacuoles qui semblent plus petites, et sinon le même type d'organique classique que vous connaissez, les mitochondries, l'appareil de Golgi, les ribosomes qui servent à la transcription d'ADN. Ça, cette structure cellulaire, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde minéral. Et on en arrive aux choses sérieuses, puisque justement, je l'évoquais, le problème de l'ADN et des acides nucléiques. Indéniablement, la présence d'acides nucléiques, c'est une caractéristique du vivant. Et là, je vais être très désagréable. Il faut en parler. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est la chondrite de Murchison. Une chondrite, c'est une météorite. Chondrite parce qu'elle est en calcaire, ce qui est rare, la plupart du temps, elles sont foraminées. C'est une chose tout à fait unique parce qu'on a eu une chance extraordinaire. Elle est tombée en Australie sur une maison. À peu près 100 kilos, ça fait beaucoup de dégâts, mais comme il n'y a pas eu d'impact au sol, la toiture a amorti, elle a éclaté en plusieurs morceaux, et on l'a retrouvée. La plupart du temps, les météorites, on en trouve des petits bouts, ça fait la fortune des collectionneurs, où c'est complètement brûlé dans l'atmosphère. Celle-là était tellement grosse au départ qu'il en est resté un morceau à peu près important, reconstitué, on estime qu'il va faire en gros une centaine de kilos. Et ça a fait des fragments suffisamment intéressants pour être analysés. Et là, eh ben on a retrouvé là-dessus 72 acides aminés. Plus ou moins ceux qu'on connaît, les 20-25 qu'on connaît sur Terre, puis une cinquantaine d'autres. On a refait des expérimentations, des tests là-dessus, 4 fois en 25 ans. Il n'y a pas de lézard. Parfaitement véridique qu'il y a des structures biochimiques interstellaires qui ont permis de voir arriver ça sur notre planète. Alors, ben c'est un peu désagréable parce que ça rappelle une histoire que vous connaissez bien, dans le domaine, par contre, je recherche son nom, j'ai pourtant dû le poser quelque part, je ne le retrouve pas. Parce que c'est Sulianaco. Le moulinet Sulianaco. Vous connaissez tous cette affaire, à savoir qu'on a retrouvé un moulinet de pêche enfoncé dans une roche graiseuse qui, évidemment, ne correspond absolument pas, si on s'en tient aux critères de sédimentation classique et de la vie des roches, à l'existence d'un moulinet de pêche qui date du début des années 80 et de la fin des années 70. Donc on a dit ça n'existe pas. Voilà, la chondrite de Murchison, il y a des tas de gens qui sont précipités pour dire que ça n'existe pas, il y a des facts, des trucs qu'on a rajoutés. On peut faire tout ce qu'on veut, mais quand on fait des expérimentations dessus, on peut la même chose. Et puis surtout, les acides aminés, les substances organiques qu'on a retrouvées dessus, on ne sait pas les inventer. Ils existent quand même. Alors vous verrez, vous trouverez différentes parutions là-dessus. C'est une idée qui est très vieille. Hein.
c'est l'idée de la panspermie, à savoir que les vies voyagent à travers le monde. C'est pas du tout un concept qui est nouveau. Mais on en a là une illustration qui pose tout de même un certain nombre de questions. Partant de là, tout naturellement, je vais vous parler des chromosomes, parce que c'est quand même le matériel génétique, c'est quand même une caractéristique du vivant. Matériel génétique qui, finalement, a beaucoup contribué à développer l'idée d'évolution, mais parce que aussi ça a été associé à, je dirais, une bonne dose de mauvaise foi. L'idée de base, M. Morel en avait parlé quand il était venu. C'est venu d'une perception qui avait été envisagée par Mendel. Une fois de plus, c'est encore un ecclésiastique qui a été à l'origine des recherches. Le nombre de savants qui sont des religieux dans l'histoire est quelque chose d'absolument prodigieux en quantité. Il avait fait des expériences en croisant les petits pois, puis il avait trouvé que les petits pois lisses étaient des petits pois rayés, quand on mélangeait les deux, ça donnait tant de lisse à tant de rayés, et que donc il y avait une transmission par la plante de ce caractère lisse ou rayé. Malheureusement, ça ne se dit jamais, je le souligne ici, mais bon. Mendel a fait un gros péché d'orgueil, même s'il était à 2 mètres du monastère de Brno. Mendel voulait avoir raison. Il voulait avoir raison, mais quand on a une ségrégation qui va vous donner un quart, 3 quarts, puis qu'on obtient 22 et 78, ça ne fait pas tout à fait 3 quarts, un quart. Comme à l'époque, il n'avait aucune idée de ce qu'était un seuil de confiance, un calcul statistique, il ne pouvait pas comprendre qu'à partir d'une certaine taille d'échantillonnage, obtenir dans une population 22%, c'est quelque chose de statistiquement tout à fait compatible avec 3 quarts. Ça, il ne le savait pas, et du coup, il a triché, et il a rectifié ses chiffres. Et ça, c'est sûr, et la génétique a perdu 30 ans. Il a fallu attendre que Morgan reprenne ça après, avec des drosophiles, et tous les croisements que vous connaissez là-dessus, et avec, de sa part, une très grande honnêteté qui a été immédiatement mise sous le boisseau par ses disciples qui ont fondé la génétique. Est-ce que c'est pas Morgan qui a fondé l'évolution génétique? Lui, il a trouvé qu'il y avait des caractères, qu'il y avait des transformations biochimiques, et que c'était lié à quelque chose qu'on pouvait repérer sur les chromosomes. Et il a été le premier à dire, quand il y a une modification, ben ça en induit des tas d'autres. Des tas d'autres. Qu'est-ce qu'ont fait les évolutionnistes derrière? Ils sont partis sur le fameux dogme que vous connaissez tous, une mutation, une protéine, un caractère. Et ça a toujours resté complètement faux. Il y a des cas extrêmement limités, ça existe bien sûr, des histoires de groupes sanguins, d'yeux bleus ou des choses comme ça. Il faut comprendre qu'une mutation dans un gène, ça va introduire un certain nombre de modifications au niveau des protéines, qui tient un autre gène un peu plus loin, s'il y a autre chose, avec lequel il va y avoir également des modifications. Vous allez avoir tout un treillage d'interventions diverses pour, au bout, observer, entre autres, le caractère que vous voulez, parmi des tas d'autres caractères qui ont été modifiés, autant par la mutation de départ dont vous vous êtes inspiré, que par d'autres qui sont autour. Autrement dit, c'est totalement ingérable sur un plan statistique ou mathématique. Ne serait-ce que parce que, quand on arrive ici, et qu'il y en a 12 là-haut, ben vous ne savez pas si c'est le résultat des interactions de 12, ou s'il n'y en a pas un 13e ou un 14e, un peu plus loin, vous n'avez pas repéré. Il faut être absolument conscient de ça pour bien comprendre ce que je vais vous raconter après, qui est justement le fondement de l'histoire. Sur la suite de la génétique, en tant que telle, je ne vais pas m'étendre. Vous connaissez donc l'idée. On crée à partir des mutations sur les chromosomes des variations de caractère, et ces variations de caractère vont
modifier durablement les populations en se transmettant à travers des phénomènes de pression sélective, de dérive génétique ou de migration. La dérive génétique, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est justement le fondement de l'espèce de l'idée de spéciation. Ça repose là-dessus. À savoir, si mon fil veut bien me suivre, si je prends une population quelconque, là-dedans, il y en a du noir, du rouge, et même des bleus, parce que le cercle est très gentil et que j'ai droit à 3 couleurs. Bon, il y a une certaine hétérogénéité qui est classique. Maintenant, si dans cette population, je prélève un échantillon, ici, ben je vais avoir derrière une population toute noire. D'accord? Si je la prélève ici, ben je vais avoir une population qui va être majoritairement rouge avec un peu de noir. Et donc, c'est à partir de là qu'on explique classiquement les formations d'espèces ou au moins de sous-espèces, parce que pour peu que là-dedans vous ayez un gène qui soit dominant sur l'autre, plus ou moins le noir va s'éliminer. Donc ce phénomène de dérive n'a de sens que si vous êtes au milieu clos. Tout le drame de la théorie darwinienne repose sur le fait qu'il a travaillé sur des îles. Effectivement, là ça marche. Mais ailleurs, à partir du moment où vous pouvez avoir des influences diverses, des transferts de population, des migrations, ça ne marche plus du tout. Néanmoins, indéniablement, il y a une information qui est transportée par les chromosomes, qui est portée par les gènes, que l'on retrouve dans les générations successives. Alors récemment, on a inventé un truc formidable, c'est le clonage. Alors, le clonage, c'est une technique très simple qui consiste à prendre une cellule, un œuf quelconque, une cellule à capacité de division, là encore on peut discuter, mais c'est autre chose, et là-dedans, au lieu de garder classiquement le noyau d'origine composé de chromosomes d'un père et d'une mère, on va recoller à la place un noyau d'une cellule somatique classique. En général, on prend des cellules épidermiques, ça marche très très bien. Donc là, on est content, on a bien un homozygote complet, donc un double jeu de chromosomes parfaitement identique, avec un œuf qui va se développer. Donc vous allez avoir un organisme qui va être génétiquement, typiquement, la copie de sa mère. Oui, comme jusqu'ici on n'a pas réussi à incorporer la théorie du genre et qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire avec des enfants, on est forcé d'avoir recours à des mères. Mais bon, ça marche très bien. Donc vous allez avoir une réplique parfaite dans l'individu-fils de la mère. Aucun souci. Aucun souci, sauf que... Où est-ce qu'il est celui-là ? Sauf que justement, eh ben, là encore, ça ne se passe pas comme ça. Alors là, j'ai un exemple très spectaculaire, mais si j'arrivais à le trouver, ce serait mieux. Parce que je suis incapable de savoir comment j'ai intitulé là. 12 veaux clonés. On n'a pas deux que les tâches au même endroit. Donc, indéniablement, la mécanique génétique telle qu'imaginée sur le plan chromosomique, elle a ses limites, même s'il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas. Et justement, ce fait qu'il y ait des modifications transmissibles d'une génération à une autre, qui, objectivement, parce que c'est construit comme ça purement artificiellement, ne dépendent pas du génome, prouve qu'il y a des caractéristiques
acquis par la génération d'après, indépendante du génome. On est bien d'accord? Et ça fait l'objet d'une discipline toute nouvelle qui va être extrêmement importante, mais c'est né il y a à peine une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Épigénétique, au-dessus. Épigénétique. Et ça a des répercussions extrêmement surprenantes qui, curieusement, vous allez le voir, reprennent les idées de Darwin. De Darwin chercheur, pas les évolutionnistes qui ont utilisé Darwin. Et ça, c'est très curieux. Alors, je peux vous donner 50 exemples de ce que représente ça, mais nous n'avons pas le temps, et puis ça n'a pas d'intérêt de multiplier les choses, d'autant que les explications ne sont pas encore claires, parce qu'une fois de plus, c'est des notions extrêmement récentes. Je vais vous parler d'une charmante bestiole que Dominique a évoquée tout à l'heure, un petit nématode qui fait 1,5 mm de long, qui est mignon comme tout, qui est la grande bestiole expérimentale à l'heure actuelle. On dira donc que l'épigénétique, c'est l'étude de changements constatés, changements de caractère, qui sont transmis au fil des divisions successives, des générations successives, sans faire appel à des mutations de l'ADN. Classiquement, c'est ce qu'on a ici avec les veaux. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce nématode que je vais vous montrer, même si vous ne trouvez pas qu'il est particulièrement mignon. Voilà. Ça fait 1,5 mm de long et à peu près 100 points de diamètre. Il y en a partout, c'est un petit nématode libre, hein, c'est pas un ver parasite. Il y en a plein, le fouillé, la terre, partout, ça se trimballe dans tous les coins. Ça se cultive très bien sur une botte de pétri. Et ça a un avantage extraordinaire, c'est que ça fait une génération en 4 jours. Donc vous pouvez avoir des lignées continues tout à fait intéressantes. Et ça a un deuxième avantage, c'est que ça a un nombre de cellules limitées, connues. L'animal existe sous 2 formes, une forme hermaphrodite et une forme mâle, qui est beaucoup plus rare en quantité d'individus. C'est de l'ordre de 0,5% des populations. L'animal hermaphrodite a 959 noyaux. Pourquoi on parle de noyaux? Je ne dis pas cellules, c'est que chez ces animaux-là, c'est quelque chose qui était d'ailleurs très connu avant qu'on s'attaque à celui-là spécifiquement. Vous avez ce qu'on appelle des zones de syncytium, c'est-à-dire des zones dans l'organisme où les cellules ne sont pas individualisées, donc la membrane cellulaire a disparu. Vous avez donc un certain nombre de noyaux, avec un territoire cytoplasmique autour qui a ce noyau, mais ils sont complètement collés entre eux, sans membrane entre. Donc si on veut se repérer à l'équivalent d'un nombre de cellules, on est forcé de parler de ce qu'on peut repérer en coloration des noyaux. 959 noyaux chez l'âge hermaphrodite, 1031 noyaux chez l'individu mâle. La différence des deux, ça va faire 131 noyaux. Et là, c'est ce qui a permis à 3 chercheurs en 2002, Brenner, Sulton et Horowitz, d'obtenir le prix Nobel. Parce qu'ils ont découvert quoi? Que l'animal était capable de tuer ses cellules pour passer d'une forme à l'autre. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'apoptose.
Et en fait, il y a un processus de bourgeonnement de la cellule qui amène à sa disparition. Et c'est ce type de processus qui est étudié dans l'idée de créer, d'induire des phénomènes tueurs dans les cellules cancéreuses, de comprendre le problème du vieillissement cellulaire et de comprendre la façon dont on peut réguler notamment la disparition des lymphocytes en cas d'infection. Je n'en dirai pas plus là-dessus, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais c'est extrêmement important. Un autre point important, qui est peut-être plus directement lié à ce qu'on voit, c'est l'histoire de la sensibilité au thiazole. Vous prenez un petit nématode comme ça, je vais vous le remontrer en passant anatomiquement, qui s'appelle Calaboraptis. Son nom. Voilà. Et là, vous avez toutes ces structures, vous voyez comment il est constitué. On s'est amusé à repérer qu'il y avait des substances qu'il aimait, des substances qu'il n'aimait pas. Alors on est assez embêté parce que là, on se heurte, c'est tellement loin de nous, un organisme comme ça, on se heurte au problème de vocabulaire. Alors on parle de sensibilisation d'odeur, c'est pas odeur au sens où on l'entend nous, c'est la capacité de ressentir un truc en solution. Voilà, je ne sais pas très bien comment expliquer ça autrement. Il y a les thiazoles d'un côté et le butanone de l'autre. Les thiazoles, les petits verts, ils aiment bien ça. Le butanone, ils n'aiment pas ça du tout. J'en ai fait 4 dans une boîte de pétri. Vous mettez une goutte de butanone, le butanone est mieux, hop, ils foutent le camp. Vous mettez une goutte de thiazole, hop, ils se précipitent. Simple, pas de souci. Expérience d'après, on va prendre une boîte, dans cette boîte de pétri, vous allez mettre du thiazole au milieu et des petits points, des micro-gouttes, des butaniols autour. Vous avez un certain nombre de vers qui vont comprendre qu'en passant entre là où ça sent mauvais et ça ne va pas, on trouve le thiazole au milieu. Expérience classique qu'on peut retrouver avec des latérales de souris quand on fait des travaux d'éthologie. Et là où c'est intéressant, je me rappelle que cette bestiole est capable de se développer complètement et de se reproduire en 3 jours. Une fois qu'on a des bestiaux qui sont capables de trouver le thiazole en naviguant entre les molécules désagréables, on va prendre ces enfants et on va les mettre devant le même système. Les enfants trouvent le thiazole tout de suite. On va prendre des petits-enfants, et les petits-enfants aussi. On est arrivé à mettre en évidence une capacité d'apprentissage expérimental transcrit sur 40 générations. Et ça ouvre des horizons tout à fait extraordinaires. Ça ouvre aussi à des horizons à des gens qui se sont précipités pour essayer d'utiliser ça. Vous allez voir au sommet, je vous garantis que je ne l'ai pas inventé. Ça m'a tellement sidéré quand je l'ai lu que j'ai été vérifier la source parce que on a toujours du surprise. Donc, un monsieur François Guénon, dans la Revue française des affaires sociales en 2013, a écrit « Il y a 3 voies de transmission de caractère possibles. La transmission héréditaire par les cellules germinales, ovocytes et spermatozoïdes, l'imprégnation in utero et la transmission par les interactions sociales. » Pourquoi je reprends cette formule qui est émise par tout le monde? C'est que je suppose que dans le cadre de la suite de ce colloque, bien évidemment, quelqu'un va parler, évoquer le problème des mères porteurs ou autres. Et là, on y est. Dans l'affirmation parfaite, directe, héritée des premiers éléments d'épigénétique dont on dispose, l'imprégnation in utero confère des caractères à l'individu
en dehors de la garniture chromosomique de l'œuf dont il est issu. Je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Alors, autre chose qui est l'histoire ahurissante dont je voulais vous parler, on a lu, donc, c'est toujours dans la revue française des affaires sociales, que la mémoire traumatique de l'Holocauste se transmettrait génétiquement. Et il est même ajouté qu'il s'agit de la première démonstration de transmission d'un traumatisme parental à son enfant associé à des changements épigéniques. Je ne dirai pas plus, mais je pensais qu'il était important de souligner ça pour que vous voyez que dès qu'on touche à une découverte quand même fondamentale sur le plan scientifique, il y a toujours de bons esprits qui vont commencer à l'exploiter idéologiquement. Je n'en dirai pas plus. Les mécanismes de ces problèmes épigénétiques, on les connaît très mal, on se commence seulement à les effleurer. Je ne vais pas me lancer là-dedans puisqu'on n'a que quelques exemples. Je dirais seulement pour vous donner une idée de ce à quoi c'est lié, peut-être que je ne bouge pas. Il faut comprendre ce qu'on a pu en décrypter du processus que, voilà, je vous dessine là un espèce de boudin. Imaginez un rouleau à pâtisserie, un peu rigide, et composé de protéines classiques qu'on connaît bien, ça s'appelle les histones. C'est sur ce rouleau à pâtisserie que va s'enrouler la chromatine constituant les chromosomes. Vous savez que vous avez une double hélice de deux brins qui sont reliés par des paires de nucléotides, adénine, thymine, cytosine, guanine. Cette cytosine, que vous retrouvez donc à la fois dans les histones et dans les chromosomes, elle est capable de certaines altérations chimiques, notamment l'acquisition d'un radical méthyle, donc ce qu'on appelle la méthylation. Cette méthylation de la chaîne va aboutir à créer, on parle bien du même chromosome, on parle bien du même matériel génétique, on parle simplement d'une petite modification sur le barreau cytosine guanine. Ça peut inhiber la réplication totale d'une des chaînes. C'est sur la base de cette idée qu'on a émis le mécanisme que l'on commence à peine à effleurer des modifications épigénétiques qui rejoignent des descriptions qu'on avait faites avant de groupes géniques répresseurs ou activateurs. En fait, répression ou activation, c'est ça. C'est le blocage, le non-blocage de ces chaînes, notamment par la méthylation. Bon, j'en dirai pas plus là-dessus, parce que honnêtement, ça ne servirait à rien. Ce qui était important, on parlait de sensibilisation de la bestiole, c'est votre sensibilisation à vous sur l'idée épigénétique. Tout ça, ça met en évidence quoi? Que les phénomènes biochimiques qu'on a vus, on en repousse toujours la connaissance au fur et à mesure qu'on est capable de faire croître la complexité, et surtout, on arrive, on l'a vu avec ce vers, à l'idée d'une recherche, on parlait d'odeur, on parlait de quelque chose, d'une certaine relation
entre l'organisme vivant et le milieu qui l'entoure. C'est John Locke, dans l'essai sur l'entendement humain publié en 1689, qui va le premier affranchir l'idée de conscience de l'idée morale et religieuse. Je n'ai pas une passion pour John Locke, mais il faut rendre à chacun l'origine des idées qu'il a. Et on peut dire que cette idée, si c'est lui qui a été le premier à l'exprimer, on le trouvait déjà dans les travaux d'un alchimiste bien connu qui était Francis Bacon. On est à la fin du XIIe siècle, si je ne me trompe pas. L'idée d'une conscience. Je vais vous montrer dans les 5 minutes qui suivent ce que la caractéristique essentielle d'un être vivant, outre une grande complexité dans sa chimie organique. Le fait, puisque je ne l'ai pas souligné, mais bon, je pense être clair pour vous, que la plupart des synthèses biochimiques ont une durée de vie extrêmement courte. Quand un cristal se construit, il peut exister depuis la création. Vous avez des médiateurs chimiques du cerveau, notamment l'acétylcholine par exemple, ou la dopamine. Vous avez des sécrétions cellulaires qui vont avoir des durées de vie qui vont s'exprimer en minutes, si ce n'est pas en secondes. C'est plus du tout la même échelle. Et tout ça contribue à quoi? À l'existence de la manifestation d'une conscience. C'est-à-dire, pour un individu vivant, de la conscience de soi par rapport aux individus qui l'entourent. Vous avez déjà vu que le petit nématode, là, il a conscience du milieu et de ce qui peut se trouver dedans, y compris le chiasol qu'il aime bien. Et on va retrouver ça partout. Aussi curieux que ça vous paraisse. À commencer par des choses qui ne bougent pas, qui en général ne se manifestent pas tellement, les végétaux. Et chez les végétaux, vous connaissez tous la sensitive, par exemple. La sensitive, c'est une plante. Vous lui donnez une pichenette, elle va se refermer. Elle est capable de produire une réaction à un stimulus extérieur. Il aurait fallu que je puisse passer une vidéo, ça aurait été beaucoup trop long, je ne vais pas me lancer là-dedans. Vous en trouverez sur Internet si ça vous intéresse. Il y a des choses très bien faites de ce point de vue-là. Vous prenez les vrilles de la vigne ou de n'importe quelle plante successive de s'accrocher. Vous allez voir qu'il y a des systèmes qui ont été faits en chronophotographie, c'est-à-dire vous allez prendre une photo toutes les minutes, ou tous les quarts d'heure, ou toutes les demi-heures, ça dépend ce que vous allez voir que ces vrilles, elles bougent, elles tournent. Peut-être au hasard, c'est pas la question, je ne mets pas de volonté là-dedans, c'est pas ça. Jusqu'au moment où elle va atteindre un support. Et là, elle va s'envoler. Il y a donc quelque part une recherche et une réponse à un stimulus. Quelque chose de beaucoup plus classique et que vous connaissez au moins de nom, qui mérite quand même qu'on en parle, c'est ça. Ça, c'est la dionée. La dionée, c'est une plante carnivore qui est végétalienne. C'est pas très haut, ça fait 15 cm. La capsule dont on parle en haut, c'est quelque chose qui fait à peu près 2 cm de haut. Donc, elle est là plus ou moins entrouverte, gentille, bien sage, et là, ah ben là, elle est beaucoup moins sympa. Elle a avalé une mouche, pas ça. Quand la mouche arrive, elle se referme. Si vous mettez votre doigt, ou si vous mettez un grain de sable, elle ne va pas se refermer. Elle est capable de distinguer le type de stimulus qui l'atteint. Et maintenant, je vais vous parler du scoop du jour, parce que moi, quand j'en ai entendu parler, je n'ai pas cru. Et c'est une histoire de 1er avril. Et c'est pas une plaisanterie du tout. C'est l'histoire de l'acacia du Transvaal. Je ne vais pas garder, je ne sais pas ce que j'ai pris en photo.
Voilà. Ce que vous avez là, c'est l'image d'un grand koudou. C'est une antilope africaine coucou du sud classique, avec d'oreiller qui fait quoi 1,70 m. Et c'est pour les amateurs de la chose un des plus beaux trophées qui existent. Ça fait des cornes qui arrivent à atteindre 4 tours, qui sont absolument superbes. Il y en a aujourd'hui des élevages, soit en protection, soit carrément utilisés pour la chasse en Afrique du Sud, notamment dans le Transvaal. Ça vit donc dans ce qu'on appelle la structure végétale classique, le parc rhodésien. Dans ce parc rhodésien, vous avez donc des arbres rases et puis souvent des arbres, notamment des acacias, que vous retrouvez dans l'hémisphère nord, dans les zones des girafes, c'est la même idée. Et en 1993, on a retrouvé, en l'espace de 3 ans, plusieurs milliers de koudous et d'antilopes diverses mortes empoisonnées au cyanure. Bon, alors c'est des zones il faut se battre. J'ai fait ça au Congo à une époque, mais enfin à l'époque on avait les Kalachnikov. Il faut se battre contre les braconniers, contre tout ça, mais c'était des animaux qui étaient empoisonnés au cyanure et puis qui étaient là, il ne se passait rien. Alors on s'est demandé d'où sortait le cyanure. Et on a trouvé que le cyanure sortait des acacias. Et 4 chercheurs sud-africains, je répète, ce n'est pas une blague, ont mis en évidence le fait que l'acacia est capable, s'il se trouvait trop maturé, une double réaction chimique. La première, la synthèse de composés cyanosés au niveau des feuilles, et d'autre part l'émission d'éthanol. L'émission d'éthanol qui provoquait dans un rayon de 50 mètres la mise en route du processus de synthèse cyanogène chez les autres acacias qui viennent. Autrement dit, la plante est capable non seulement d'une réaction de défense vis-à-vis de l'agression de celui qui la vaut, mais elle est capable d'émettre un signal reconnu par ses congénères pour pouvoir procéder eux-mêmes à la mise en route du processus de défense. Vous comprenez que ça peut sérieusement interpeller. Mais ça rentre dans cette même idée une conscience de soi, de rapport avec le milieu, à tous les niveaux chez le vivant. Je ne parle pas de conscience, de morale, de machin, je ne parle pas de l'humain, pas du tout. Classiquement, c'est ce que vous trouvez chez les vers parasites, un ver parasite, les grands vers marins qui collent, vous les touchez, ils se rétractent. Vous touchez le manteau même d'une huître, il va se rétracter. L'animal a une réaction à un stimulus. Normalement, elle se ferme. Ce qui fait qu'elle trouve un moyen de protection contre une agression ultérieure. On se rend compte qu'on est évidemment très très loin de ce qu'on connaît nous comme organes sensoriels, mais on se rend compte qu'il existe indéniablement des types de réception qu'on ne soupçonne pas, qui sont liés même à des stimulus qu'on ne connaît pas, qui existent dans tout le monde vivant, et que petit à petit, on découvre. Alors on peut parler de la ligne latérale des poissons. Vous connaissez ça, si vous prenez un poisson, vous allez voir qu'à peu près au milieu, à droite et à gauche, vous avez des pores qui définissent une structure linéaire, à l'intérieur duquel vous avez des cellules ciliées qui sont reliées à un canal qui aboutit peu ou prou à une innervation nerveuse. Je voulais vous parler d'une autre bestiole pour finir ce petit bout-là, parce qu'elle est quand même très jolie. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des poissons éléphants. C'est des poissons de rivière africains qui font, suivant les espèces, entre 50 cm de long,
comme celui-là, c'est un petit, comme le mec fait la moitié de la taille de la bestiole, c'est l'épaisseur inférieure. Hein. Il y en a qui font 1,50 m de long, notamment dans le Nil, supérieur. Cet animal-là dispose d'un organe, pas un organe électrique au sens d'organe électrique de la torpille, un truc qui va vous balancer une décharge électrique. Ça émet des impulsions électriques qui lui permettent la reconnaissance et le dialogue, le mot n'est pas trop fort, avec ses congénères. C'est des types de relations donc, qui nous échappent complètement à nous parce qu'on n'a pas l'équipement sensoriel pour ça, mais ça existe. Bon, on peut citer des tas de choses, on peut citer l'histoire du langage des dauphins, on peut citer toutes sortes de choses, mais là on est dans des animaux nettement supérieurs, tandis qu'ici c'est quand même quelque chose de beaucoup plus élémentaire, mais qui existe. Et alors je vais vous parler pour finir de la mise en évidence la plus claire de ce système-là, c'est l'expérience de Condell. Condell, il s'est intéressé à cette bestiole, c'est ce qu'on appelle une limace de mer. Il y a des espèces qui font jusqu'à 30 cm de long. Celle qu'il utilise fait 5 ou 6 cm. C'est une petite, donc un petit gastéropode marin, hein, c'est imaginez une limace. Vous avez au milieu, je n'arriverai pas jusque-là, mais un tube qui est au-dessus derrière, qui est l'orifice de sortie des branchies. Alors il s'amuse complètement, il en prend une comme ça, il tapote sur les branchies rentrent dans le tube. Jusque-là, c'est ça. Après, il se dit, j'associe mon stimulus moteur sur les branchies à une toute petite décharge électrique sur la pointe de la queue. On attrape sur les branchies, ça marche toujours, on commence ça assez important. Puis au bout d'un certain moment, il supprime le stimulus mécanique sur les branchies. Et l'animal répond à l'impulsion électrique en rétractant ses branchies. Il y a les bien gentils, ce qu'ils racontent, on connaît ça parfaitement, ça s'appelle le réflexe de Pavlov. Ça c'est si deux choses, j'en supprime une, l'animal répond à l'autre. Je suis d'accord avec vous, sauf que ce que je veux vous montrer là, c'est pas ça, c'est celle-ci. Voilà. La pligie, c'est un truc très simple qui n'a que quelques neurones. Vous voyez, c'est un peu comme un footballeur ou un journaliste de télévision. Et vous avez ici un système sensitif qui est représenté par les neurones bleus et un système moteur qui va être représenté par les neurones rouges. Comme il n'y a qu'une douzaine de neurones, on peut les compter, on peut les suivre. Quand il a fait subir ce petit traitement à la pligie et qu'il a dissèque, il va découvrir un ou deux neurones verts au milieu. Autrement dit, par l'apprentissage, l'animal a développé des connexions. Et ça aussi, c'est une caractéristique du vivant. Dominique parlait tout à l'heure de l'apprentissage du langage entre certaines époques et certaines autres. Au cours de la croissance, l'expérimentation favorise l'acquisition d'un système sensoriel et d'un système cérébral. On a fait des mesures là-dessus. Vous savez que quand un enfant naît, il n'est pas fini cérébralement et qu'il y a des milliards de connexions qui vont se créer par la suite. Et ces connexions sont liées à l'apprentissage. Donc, je dis très clairement, le meilleur moyen d'asservir les masses consiste à éviter cet apprentissage et donc de créer une école dans laquelle on n'apprend rien. Et c'est un des grands travaux de Mme Belkacem qui a réussi pas mal. Bon, j'aurais pu me lancer à vous parler de l'homéothermie, c'est-à-dire la capacité de régulation de la température. Je ne le ferai pas pour deux raisons. La première, c'est que ça n'intéresse qu'un groupe infime d'animaux, je veux dire les vertébrés et les oiseaux, éventuellement l'homme. De toute façon, c'est pas du tout général sur le plan du vivant.
Et je vais faire un mauvais clin d'œil quand même. C'est la dernière photo que je placerai, mais je la trouve tellement spectaculaire que je n'ai pas hésité à me la garder. Je vais quand même bien. Je l'ai pas pris. Ah non, j'ai pas osé. Ah, j'ai pas osé faire ça. Non, j'ai pas osé la mettre là. Bon, ceux que ça intéresse pourront regarder donc la dernière page. Ce que vous voyez là, c'est une rivière de Bornéo qui s'appelle le Citarum. Qu'est-ce que vous voyez? Une surface entière de sacs plastiques de bouteilles. Il n'y a pas 10 cm² l'eau libre. C'est une chose qui est, hélas, extrêmement célèbre. Ceci pour dire qu'il ne faut pas mélanger des déchets en tant que résultant de l'équilibre thermodynamique d'un être vivant qui va se traduire par une excrétion de sueur, une excrétion de gaz carbonique, d'autres types d'expressions sur lesquelles je ne m'étendrai pas, sur lesquelles je vais me les mêmes, et puis des déchets résultant d'activité de l'espèce. Ce dont je parle avec moi, c'est des déchets liés au fonctionnement, si j'ose dire, de l'individu. Ceci, pour en arriver en conclusion, j'espère qu'il n'y a pas trop développé, parce que je vais maintenant donner de l'être vivant la définition suivante. Un organisme vivant, c'est un corps composé d'unités, les cellules, interconnectées en tissus capables de procéder à des synthèses biochimiques multiples, complexes et régulées, à partir de produits puisés dans son milieu de vie. Cet organisme est organisé, généralement autour d'un milieu de vie, d'un milieu intérieur, au sens où Claude Bernard le définissait en physiologie. On peut, finalement, tout à fait étendre cette idée-là. Et il dispose pour cela, et c'est l'essentiel, d'un système de détection et de transfert d'informations sur lui-même et le milieu qui l'entoure, qui lui confère une conscience de soi et de ce milieu, qu'il va développer par apprentissage, ce qui le conduit à établir un contexte relationnel et comportemental, tant avec ses congénères qu'avec les autres êtres vivants qui se trouvent dans le milieu qu'il partage avec eux. C'est cette double connexion du biochimique et du conscient. Alors, je sais bien, on manque de vocabulaire là parce que c'est le mot le plus simple que j'ai eu. D'où évidemment, en conclusion, c'est cet aspect du conscient dans le vivant qui est l'élément fondamental qui le démarque le plus du minéral. Et ça, pour l'appréhender, on ne peut pas le faire avec le paradigme physico-chimique que nous évoquions au départ. Et je vous remercie de votre patience. Qui nous a donné vraiment de l'appétit. J'ai donné tout On n'est pas forcé de manger. Une question, mais le débat proprement dit, nous ne pouvons pas l'engager maintenant parce qu'il est trop tard. C'est juste une remarque sur les climato-sceptiques. J'ai fait depuis 20 ans une recherche bibliographique assez considérable. Et je peux vous dire, j'en ai pas trouvé un seul qui est nié, qui est réchauffement. Il nie que le réchauffement soit anthropique. Il nie que les critères pour estimer le réchauffement futur soient basés sur des faits réels. Mais il n'y en a aucun qui nie qu'il y ait réchauffement, puisqu'il voit même le réchauffement des planètes de tout le système solaire. Donc ça prouve bien que ce n'est pas anthropique. Et ça, c'est la propagande des... Mais le réchauffement, il existe. Quand j'avais 8 ans, ma maman m'a emmené un jour, en 1956, elle dit, tu raconteras ça plus tard, traverser la Marne à pied. Je l'ai en 56. En 2014, on avait classiquement des glacières sur lesquelles l'hiver on découpait la glace des lacs pour faire le sorbet l'été. À l'époque, Zola
qui vous disait la bête humaine, comment mon beau-père a été manipulé. Alors Curtis Dale, qui l'a écrit à la fin des années 60, était un officier qui a épousé la fille de Roosevelt en 1926. Il a donc suivi toute la carrière de Roosevelt depuis l'époque où il était sénateur jusqu'à l'époque où il va devenir président. Et à ce moment-là, Curtis Dale va se faire débarquer de la famille. Il va divorcer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il sera officier, ce qu'il était déjà du temps de la Première. Il finira sa carrière comme colonel. Il mourra à 95 ans. Il est enterré à Arlington avec sa femme qu'il a réépousée plus tard en 1938. L'intérêt de ce bouquin, c'est qu'il n'avait jamais été traduit en français, qu'il a été mis sous le boisseau dès qu'il est paru aux États-Unis à la fin des années 60. Il a été très approximativement mal traduit. C'est après quoi l'éditeur m'a contacté et m'a demandé d'arranger ça. Donc j'en parle, il m'a demandé d'en parler parce que dans ce bouquin, j'en ai fait une partie de la préface, j'ai fait toutes les notes, j'ai arrangé beaucoup de choses, j'ai choisi les photos, enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses là-dessus. L'intérêt de ce bouquin, c'est que c'est le premier témoignage historique qu'on a de la réalité conspirationniste, politico-financière, ethnique. Ce que Curtis Dale appelle, du nom du grand financier de l'époque connu, qui était Bernard Baruch, le Baruchistan. C'est donc la description de tous les gens appelés faiseurs d'images, tous ces hommes faiseurs de présidents qui tirent les ficelles dans l'ombre, depuis le fameux Mandela House, l'homme qui a été à l'origine de la création de la Fed en 1907, de l'élection de Woodrow Wilson, de surchantage, vous verrez comment on le découvre à la fin du livre, la première nomination d'un juge juif à la Cour suprême des États-Unis, qui était le juif Brandeis. Ensuite de ça, Curtis Dale a fait, après la guerre, une grosse enquête sur Pearl Harbor. Vous verrez comment à Pearl Harbor, les Américains ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que surtout la base soit attaquée. En 2 vagues de dispersion de suite de tous les bateaux modernes pour éviter qu'il y ait trop de casse et en essentiellement bombarder les autres. Et également un chapitre qu'il a consacré à la tentative de paix séparée qui avait été initiée par un officier américain qui était en relation avec l'amiral Canaris et qui a été torpillé par Roosevelt consciemment de la même façon qu'en 1916, en France, on a torpillé, grâce à Clemenceau, la paix qui avait été organisée par le prince de Bourbon-Parme. C'est tout à fait le même genre de choses. C'est donc un témoignage historique qui est important, et Dominique Castot m'a demandé d'en parler. Il n'a d'intérêt que parce que c'est le premier à montrer dans toute cette plénitude cette espèce de maillage de gens qui vont tester Curtis Dale pour savoir si on peut le garder dans le sérail ou pas. Et comme il n'est pas dans le sérail, ils vont l'éjecter. Je vous dirais que je suis un peu sensible, plus que d'autres, à cela, parce que jusqu'à un certain point, quand j'étais conseiller de la présidence du Togo pendant un certain temps, je me suis trouvé, toute proportion gardée, dans la même situation, avec des gens que je voyais arriver avec des gros sabots, parce que la différence de Curtis Dale, moi j'avais compris, visiblement il n'avait pas pigé au début, il a pigé beaucoup plus tard. Et je voyais très bien qu'il y avait des gens qui me testaient pour savoir si on allait me prendre dans le sérail de leur combine ou pas. Donc, de ce point de vue-là, c'est un ouvrage tout à fait intéressant. Donc on m'a demandé de vous en parler, je crois qu'il vaut la peine de vous intéresser. Voilà. Merci.